Le début de l'année 2023 a marqué le pic de l'assistance militaire occidentale à l'Ukraine. La coalition Rammstein a fait don d'importantes réserves de munitions et d'équipements militaires aux forces ukrainiennes et a aidé à former et à équiper des dizaines de milliers de soldats, le tout dans l'espoir que ces contributions mèneraient à une percée sur la ligne du front sud. Toutefois, cela ne s'est pas produit. La réalité de fin 2023 est bien différente. L'impasse sur la ligne de front a été renforcée par les problèmes de prise de décision intérieure des pays occidentaux. Le conflit budgétaire paralyse le Congrès américain, tout en bloquant l'adoption d'un nouveau plan d'aide à l'Ukraine. Placé au pied du mur, le président Biden admet qu'au lieu de continuer à soutenir aussi longtemps que nécessaire, sans nouvelles mesures, il n'aidera que aussi longtemps que possible. La même chose se produit dans l'Union européenne, où toute initiative est bloquée par la Hongrie. La crise décisionnelle occidentale qui en résulte est exploitée avec succès par la Russie, qui reprend, avec enthousiasme, le contrôle du récit après de longs mois d'échecs. La propagande haussière, les agents d'influence et les alliés traditionnels du Kremlin ont été mis en branle. Tout ça pour convaincre de la futilité d'un soutien et d'une résistance supplémentaire à une Russie toute puissante. Que se passerait-il si l'aide occidentale était effectivement interrompue et les hostilités suspendues? De combien d'années le Kremlin aurait-il besoin pour reconstruire ses capacités et, enfin, dans quelle mesure une confrontation entre la Fédération de Russie et les pays de l'OTAN serait-elle réelle et imminente dans un tel scénario? Découvrons-le. Il y a près d'un an, nous avons diffusé notre mini-série décrivant un scénario en cascade d'événements qui pourraient, dans les faits, provoquer le troisième effondrement de la Russie au cours des 100 dernières années. Pourtant, ce concept repose sur une variable clé, l'hypothèse d'un soutien occidental fort et continu à l'Ukraine. Ce n'est qu'ainsi que l'Ukraine disposera du potentiel nécessaire pour repousser les forces russes hors de son territoire et rétablir les frontières de 1991. Cela signifierait pour la Fédération de Russie une défaite en temps de guerre et entraînerait inévitablement d'énormes problèmes internes. En fait, nous avons été témoins des premiers symptômes de ce processus. C'est lors de la rébellion de Prigojine que le système du pouvoir russe a failli s'effondrer au cours des 30 dernières années. Le balancier russe était à un niveau historiquement bas. Le second semestre 2023 a toutefois inversé cette variable clé. Au lieu de croître, le soutien à Kiev a commencé à décliner. En outre, les espoirs suscités par les succès de Kiev, Kharkiv et Kherson, d'un triomphe similaire pour les Ukrainiens à Zaporizhzhia, ne se sont pas concrétisés pour diverses raisons. Kiev, en revanche, a perdu le contrôle du récit, ce qui s'est manifesté, entre autres, par la maladresse du président Zelensky avec ses partenaires occidentaux et par des conflits internes avec le commandement militaire. Pendant ce temps, au prix de lourdes pertes, le Kremlin a survécu à la situation difficile du front, tout en procédant à des purges post-révolutionnaires dans l'armée, y compris l'élimination de la direction du groupe Wagner, et en reprenant le contrôle d'une structure de pouvoir disjointe. Cela a également fini par faire basculer l'économie vers un mode quasi-guerre, ce que la population russe a accepté, de la même manière qu'elle a accepté de mener une guerre meurtrière. Aujourd'hui, face à l'impasse concernant le soutien à l'Ukraine de la part des États-Unis, en fait, le seul pays disposant des ressources physiques nécessaires pour réarmer efficacement les Ukrainiens, le pendule subventionné penche dans l'autre sens. Le Kremlin sent cette faiblesse, ce qui renforce sa conviction que la détermination de l'Occident s'affaiblira plus rapidement que les ressources de la Fédération de Russie ne fondront. Ces problèmes sont toujours de nature structurelle, le scénario que nous avons décrit reste donc d'actualité. Cependant, le catalyseur de son déclenchement est beaucoup moins probable aujourd'hui qu'il y a un an. Une position réaliste nous oblige donc aujourd'hui à nous demander à quelle vitesse la Russie sera capable de réactiver son potentiel de menace non seulement de l'Ukraine, mais de l'OTAN dans son ensemble. Et d'emblée, pour réfuter les voix dédaigneuses comparant les chiffres en faveur de l'Alliance, il convient de mentionner deux sujets. Il existe un grand risque d'asymétrie entre les deux centres. Les Russes sont déjà en guerre. L'OTAN ne l'est pas. Deuxièmement, l'objectif de Moscou ne serait pas de détruire toute la puissance de l'Alliance, mais de briser son collectif, ce qui suffit à montrer que l'OTAN n'existe pas. D'autant plus compte tenu des enjeux géographiques de l'Alliance. Le consensus jusqu'à présent, qui prévaut depuis l'année dernière, parlait d'un délai de 5 à 10 ans à compter de la suspension des hostilités. C'est le temps dont aura besoin la Russie pour reconstruire ses capacités. Cette estimation est le produit des pertes d'équipement subies par les forces armées russes en Ukraine
et du potentiel de production-reconstruction de l'industrie russe. À cela s'ajoute un certain nombre d'autres paramètres, tels que la mobilisation des ressources humaines, des munitions, des missiles, les capacités financières, l'impact des sanctions, etc. Un récent rapport du Conseil allemand des relations extérieures évoque la perspective d'une possible confrontation Russie-OTAN à 6-10 ans. Il existe cependant un chemin de l'histoire qui peut raccourcir ce délai. Le chef du bureau polonais de la sécurité nationale, Jacek Surwera, en a également parlé. Il estime que l'Occident devrait adopter un scénario moins optimiste et être prêt dans 3 ans. C'est le moment où il faut développer une capacité sur le flanc oriental afin de dissuader clairement toute agression, souligne-t-il. Ainsi, l'Occident devrait être prêt à une confrontation avant que la Russie n'atteigne le stade lui permettant de reprendre l'agression. C'est tout à fait évident. C'est la seule façon pour l'Occident d'empêcher le Kremlin de déclencher une nouvelle guerre. Ce mécanisme de dissuasion n'a pas fonctionné dans le cas de l'Ukraine, précisément parce que Poutine considérait l'OTAN comme trop faible pour une action réelle. Il avait tort, mais seulement légèrement. Jusqu'à récemment, les estimations de 5 à 10 ans pouvaient être considérées comme modérées, mais l'histoire est comme une rivière qui coule en permanence, il ne faut donc pas perdre sa vigilance. L'échec de la contre-offensive et le déclin du soutien sont des paramètres qui pourraient changer ces comptes. Alors, quel est pour l'instant le scénario théorique selon lequel le support s'épuiserait? S'il y a un cessez-le-feu forcé en Ukraine, ou quelque chose du genre de l'ATO, opération dite antiterroriste dans le Donbass, de 2014-2021, un tel état de choses permettra aux Russes de déléguer une partie de la production pour restaurer les capacités. L'affaiblissement du soutien occidental entraînera également un affaiblissement de la volonté de renforcer les sanctions. Il ne suffit pas de les imposer, il faut les modifier constamment pour éviter qu'ils ne soient contournés. C'est ce qui s'est passé après 2014, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il suffit de regarder les économies d'Asie centrale, dont les échanges commerciaux avec les pays occidentaux, principalement l'Allemagne, ont soudainement explosé. Cette incohérence entraînera une érosion naturelle des relations entre les pays du flanc oriental et la soi-disant vieille Europe, à mesure que leur perception de la menace deviendra de plus en plus différente. La pause et le changement de priorité, ainsi que l'affaiblissement de la volonté de l'Occident, ouvriront également une fenêtre pour la Chine, qui voudra inévitablement accroître la dépendance du Kremlin par le biais d'une production cynique et transactionnelle et d'un soutien technologique. Aujourd'hui déjà, la Russie est obligée de vendre des matières premières à la Chine à des prix très réduits et, en outre, de supporter l'intégralité des coûts de construction des infrastructures de transport. Dans le même temps, les entreprises chinoises obtiennent un monopole sur le marché de la fourniture de produits électroniques ou automobiles. Le risque que des sanctions soient imposées à Pékin, simplement en raison de la fourniture de lignes technologiques ou de licences, diminuera plutôt qu'augmentera dans le scénario décrit. Dans le dernier chapitre, faire de la Russie le chien enchaîné de la Chine brisera l'unité occidentale, mettra à rude épreuve les ressources américaines et fournira l'opportunité de nouer des relations bilatérales. En d'autres termes, cela rapprochera un peu plus le nouvel ordre mondial multipolaire. Dans ce contexte, on peut affirmer que la Chine ne peut pas se permettre d'abandonner la Russie, au risque de réaliser le rêve américain de la retourner contre Pékin. Pour l'instant, ce sont des projets encore lointains, mais si Washington ne permet pas que l'épine dorsale russe soit brisée, c'est pour cette raison, entre autres. Un tel désengagement progressif de l'Occident pourrait également être favorisé par l'éventuelle présidence de Donald Trump et la montée de ce mouvement MAGA. Lors des débats au Congrès, au cours desquels MAGA parle d'une seule voix avec la gauche radicale, il apparaît clairement que les deux groupes partagent une sympathie pour la Russie et des penchants isolationnistes. Comme si cela ne suffisait pas, Trump a annoncé à plusieurs reprises qu'il imposerait un cessez-le-feu en rien de temps. Il est toutefois difficile d'espérer que cela soit bénéfique pour l'Ukraine, car cela ne peut être réalisé qu'avec la Russie à genoux. Supposons donc, à titre d'exemple, que le conflit se fige plus ou moins à l'automne de l'année prochaine, 2024, même si, par exemple, les Russes eux-mêmes s'attendent à vaincre l'Ukraine en 2025. Les sanctions imposées contournées et la santé financière de la Russie lui permettent de continuer à s'armer, avec l'aide par exemple des prêts chinois, au cours des prochaines années. La ceinture se serre et les Russes s'appauvrissent de plus en plus, mais la machine grinçante continue. La terre produit des céréales et des pommes de terre, le pétrole et le gaz affluent. Il y a donc de quoi manger, de quoi rouler et de quoi se réchauffer. C'est ainsi que vous pouvez survivre sans grand-chose,
tant que vous sentez que cela en vaut la peine. Et le cessez-le-feu, tel qu'il existe actuellement, sera considéré comme une victoire en Russie et convaincra l'opinion publique, stupéfaite par la propagande, de consentir de nouveaux sacrifices. Voyons maintenant les chiffres. Selon des informations récentes, la Russie livrerait cette année jusqu'à 2000 véhicules au front. Sur ce total, la production de chars s'élèvera à environ 600 unités, T-90, T-72B3M, T-62M combinés, et un nombre plus ou moins égal de véhicules blindés. Entre 900 et 1000 autres véhicules seront d'autres types de véhicules, par exemple l'artillerie, ou alors ceux qui ont été modernisés, c'est-à-dire retirés des stocks post-soviétiques et remis en service. Pour rappel, rien qu'au cours des 4 mois de contre-offensive, les Russes ont perdu quelques 3700 chars et véhicules blindés de transport de troupes, sans compter les autres types de matériel militaire. Ils produisent donc moins que ce qu'ils perdent, mais cela est uniquement dû à l'intensité des opérations en cours. C'est pourquoi ils tiennent tant à faire une pause, car la machine de propagande du Kremlin est convaincante à plusieurs niveaux. En l'absence du soutien américain et de la production insuffisante des États européens, car ce potentiel est actuellement absent, se reconstituant mais trop lentement par rapport aux besoins, l'Ukraine ne sera tout simplement pas en mesure de soutenir le rythme de destruction du potentiel russe. Pire encore, elle aura du mal à conserver les territoires qu'elle contrôle actuellement. Une pause formelle n'est donc pas nécessaire pour que le Kremlin obtienne le résultat souhaité. Pour avoir un point de référence, supposons que la capacité de production russe d'équipements, pouvant être affectée aux capacités de reconstruction, oscillera entre 1000 et 1400 véhicules par an. Le reste de la production sera absorbé par les opérations de première ligne et par les pertes. Un simple calcul nous donnera un chiffre de 3000 à 4500 véhicules en 3 ans. La production de missiles, encore une fois en déduisant les dépenses liées au conflit gelé, qui entraînera néanmoins quelques pertes, sera de 100 par mois, 1200 par an et 3600 en 3 ans. Le nombre de drones Shahed et Lancet sera probablement similaire, même si la conception iranienne est beaucoup plus simple et peut donc être produite en série. En plus de cela, les Russes sont sûrs de développer des moyens de guerre radioélectronique, ce qui est déjà en cours, et quelque part en arrière-plan, le lent, comme maintenant, recrutement de la prochaine génération dans l'armée se poursuivra. Récemment, Vladimir Poutine a annoncé une nouvelle augmentation de la taille de l'armée, cette fois de 176 000 hommes, la taille de la ville allemande de Mayence, pour atteindre les 2,2 millions de soldats annoncés. Indépendamment des problèmes actuels, causés par les pertes de guerre et remédiés par les prisonniers libérés en masse, dans les prochaines années, les adolescents fanatiques de la génération Z atteindront l'âge de la conscription. S'ils se nourrissent d'une grande victoire, c'est-à-dire d'un cessez-le-feu avec le corridor de Zaporijia et le Donbass incorporés à la Russie, leurs appétits auront envie de mordre davantage pour l'empire toujours affamé. Dès leur plus jeune âge, ils ont été élevés dans l'adoration du leader et dans la haine du monde extérieur. Compte tenu de ce qui se précède, dans 3 ans, la Russie pourrait disposer d'un potentiel considérable qu'elle utilisera bien mieux que dans le cas de l'Ukraine. Elle n'a pas vraiment besoin de recréer tout son potentiel d'avant 2022, mais seulement la capacité de créer une force de combat plus importante que celle de son adversaire. Au fait, quelle a été l'erreur stratégique commise en attaquant l'Ukraine? Pourquoi cette guerre est-elle pour eux une occasion manquée? Cela s'explique entre autres par le fait que le Kremlin a perdu dès le début la fleur de son armée, et qu'il ne fait depuis lors que compenser les pertes pour la reconstitution. Elle est incapable de reconstituer des réserves qui pourraient faire pencher la balance. Au lieu de cela, les Russes sont contraints de reconstituer continuellement leurs pertes. Chaque pause est pour eux un cadeau du ciel. Le potentiel russe n'est que l'ombre du potentiel soviétique, mais malgré son caractère primitif, il est déjà en mode guerre, accéléré comme une vieille Lada. Pendant ce temps, l'Europe commence à peine à se lancer dans ses Mercedes et Renault. À moins que les Russes n'éclatent à cause d'une crevaison et ne finissent dans un arbre, ils seront les premiers à franchir la ligne d'arrivée. Nous pouvons jeter des clous sur le parcours de cette Lada russe métaphorique, fermer des ateliers de réparation, etc. Mais pour cela, nous avons besoin de mesures actives et de détermination. Passons maintenant à l'OTAN. Combien d'hommes et d'équipements faudrait-il pour menacer les États baltes, la zone géographique la plus sensible de l'Alliance? Et si, en théorie pure, 150 000 hommes, 1000 chars et 2000 véhicules blindés de transport de troupes étaient rassemblés en direction de Peskov? Un potentiel de force tout à fait réalisable dans un délai de 3 ans. C'est similaire à ce que nous avons observé lors de l'invasion de l'Ukraine en février.
et nous sommes rassemblés à proximité de 3 pays aux frontières plusieurs fois plus courtes que celles de l'Ukraine, avec une profondeur stratégique pratiquement nulle. En plus de cela, on peut raisonnablement supposer qu'une Biélorussie sous contrôle russe serait également active. Les discussions sur la défense des États baltes durent depuis plusieurs années, et l'OTAN tarde à concrétiser ses plans et ses actions pour les sécuriser. Ce sujet a été discuté entre autres lors du sommet de cette année à Vilnius. Le fait est que la politique de Washington, consistant à fournir une aide militaire mesurée à l'Ukraine et à augmenter le degré d'escalade, a clairement démontré aux Russes qu'un conflit conventionnel à grande échelle sans recours aux armes nucléaires est tout à fait possible. Les parties peuvent s'imposer mutuellement un cadre conflictuel sans recourir à des moyens de dernier recours. Et ce, d'autant plus que si l'agression initiale peut être diluée dans la zone grise de l'absence de définition claire quant au moment où l'on peut parler d'une invasion et au moment où il s'agit simplement d'une opération hybride. Et pourtant, contrairement à avant 2022, l'Occident n'a plus la volonté d'imposer des sanctions drastiques et doit donc être prêt à une confrontation physique. Mais est-ce le cas? Les Russes sont prêts. Le Kremlin perdrait volontiers ne serait-ce que quelques divisions blindées et mécanisées, le sourire aux lèvres, s'il est convaincu qu'au moins quelques milliers de soldats de l'OTAN tomberont en même temps. Car il croit que l'Occident a perdu sa capacité à mener une guerre efficace et qu'il se laissera briser. Pressé contre le mur, il acceptera un nouvel accord en Europe. Au nom de la paix, ou peut-être même du calme. Revenir au concert des puissances et consolider sa position sera pour le Kremlin une fin qui justifie les moyens. Tout comme cela n'avait aucun sens de perdre des dizaines de milliers de soldats lors de la prise de Bakhmout. Le commentateur vigilant devrait se demander « D'accord, mais qu'en est-il de l'Ukraine? Le conflit en cours ne sera-t-il pas un obstacle à cela? Cela ne va-t-il pas lier les mains du Kremlin? C'est le cas aujourd'hui, mais sans la pression de l'Occident et surtout sans un soutien substantiel, les Russes sont capables de tenir l'Ukraine sous contrôle, comme ils le faisaient auparavant. Ils ne le conquériront peut-être pas, mais ils s'efforceront certainement d'intensifier le processus de décomposition interne pour détruire le potentiel économique, déclencher des conflits, entraver les réformes et affaiblir la volonté de résistance. Ils pensent qu'ils peuvent contrôler un conflit de moindre intensité, et c'est ce que cette guerre va devenir, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'approvisionnement décent en munitions. Kiev perdra sa capacité à mener des opérations offensives. De plus, son subventionnement continu par l'Union européenne et d'autres capitales occidentales augmentera les coûts pour les alliés, qui deviendront plus disposés à établir un nouvel équilibre des pouvoirs dans la région au fil du temps. C'est ainsi que Poutine pourrait voir les choses. Dans une telle situation, rien n'empêchera d'imposer un nouvel accord en Europe, à l'image de l'ultimatum du Kremlin en décembre 2021. Des opérations hybrides suivront, c'est une évidence. Quel a été le coût d'une rupture de la liaison entre la Finlande et l'Estonie? En résumé, on ne peut pas supposer que les Russes ne s'en remettront que dans 10 ans. Ce serait extrêmement irresponsable. Le scénario négatif ci-dessus n'est qu'une éventualité et n'est pas gagné d'avance. Mais l'OTAN doit être prête à dissuader la Russie en moins de 5 ans, même dans une perspective de 3 ans. Enfin, revenons brièvement au sujet, évoqué au début, de l'effondrement de la Russie, car il semble être le terme clé de tout le puzzle. Tous les faits indiquent que ce phénomène n'est pas dans l'intérêt des Américains. C'est donc en même temps l'un des arguments les plus logiques pour lesquels les Américains nourrissent au compte-gouttes les Ukrainiens. Les Américains, pour une fraction de leur budget de défense et profitant des commandes passées à leur industrie de défense, détruisent l'un de leurs plus grands adversaires entre les mains d'une autre nation. Soyons réalistes, cela ressemble à un jackpot géopolitique que Washington ne parvient cependant pas à concrétiser. Pourquoi? Les Américains semblent penser qu'ouvrir la boîte de Pandore de la Russie, ce qui signifierait la désintégration de la Fédération de Russie, pour une puissance qui, pour l'instant, veille sur l'ordre mondial, et le statu quo serait un événement trop chaotique, et les Russes le sentent. Durant la mutinerie de Prigojine, le chef de la CIA, William Burns, s'est entretenu avec son homologue russe, Sergei Naryshkin, lui assurant que les États-Unis n'avaient rien à voir avec l'attaque du régime de Poutine. Les Américains auraient également interdit à Kiev de prendre des mesures pendant la rébellion de Prigojine. Dans une interview accordée au Berliner Zeitung, l'ancien commandant militaire de l'OTAN, le général Philip M. Bridlove, fait valoir un point similaire. Les pays occidentaux ont peur d'une victoire ukrainienne, dit-il. Les Russes sentent cette hésitation, estimant qu'il leur suffit d'attendre la fin de Washington. Car les Américains
proposeront tôt ou tard de retourner Moscou face à Pékin. Les partisans d'une telle voie sont de plus en plus visibles aux États-Unis. Dans ce cas, l'Ukraine serait sacrifiée sur l'autel de la rivalité avec la Chine. Mais en principe, il s'agit là d'un vœu pieux qui présuppose de croire aux intentions de Moscou, qui, comme l'ont montré les dernières décennies, se sont révélées fausses à chaque fois. Dans le même temps, les Américains se dégradent du rôle de meneur de jeu à celui de pétitionnaire. Le Pentagone en est sûrement conscient. C'est pourquoi les deux options sont plus avancées sur la table. Rien n'est encore joué d'avance. L'histoire continue de s'écrire. La guerre continue. L'Ukraine ne gagne pas cette guerre pour le moment, mais elle ne la perd pas non plus. Les États-Unis pourraient cesser de subventionner l'effort de guerre ukrainien, tout en remettant en question l'avenir de l'État ukrainien et sa propre position parmi ses alliés. Mais ils pourraient encore décider de poursuivre, voire d'augmenter, l'aide militaire. L'Ukraine peut encore gagner cette guerre. Paradoxalement, les forces armées ukrainiennes ont conservé un potentiel important pour reprendre leurs opérations après un changement de temps, à condition bien sûr qu'ils reçoivent des approvisionnements substantiels en munitions d'artillerie. Dessiner des scénarios tels que ce dernier est une tâche extrêmement importante, car il montre les coûts liés au non-soutien de Kiev. Washington essaie de ne pas mettre la Russie à genoux, mais calibrer ce processus de manière à ne pas provoquer son effondrement tout en la maintenant militairement faible semble impossible. En effet, la Russie et son peuple acceptent tous les inconvénients au nom de leurs aspirations impériales, tandis que d'autres États révisionnistes leur apportent également leur soutien. Dans 3 ans, si l'Ukraine devait être abandonnée, le Kremlin pourrait avoir amassé sous les frontières de l'OTAN des ressources qui soulèveraient des questions existentielles pour l'Alliance. C'est à ce moment-là que les Marines américains devront se rendre en Estonie, en Lituanie et en Lettonie, confrontés au risque réel de perdre la vie. Et s'ils ne se présentent pas, le concept de l'OTAN appartiendra très probablement au passé, car les autres États membres capables se concentreront sur leur propre défense, sentant la guerre à venir et le manque de soutien de la force suprême qui s'en va. La question que Washington se pose désormais n'est donc pas « devrions-nous continuer à soutenir l'Ukraine ?», mais « poursuivons-nous notre stratégie de maintien de l'ordre mondial ?» Car l'abandon de l'Ukraine signifiera la fin de l'ordre que nous avons connu depuis 30 ans et le début d'une nouvelle ère, celle de l'isolationnisme américain. Nous en reparlerons davantage dans un avenir proche.